Je vous conseille cette rentrée de septembre 2019 un roman d'Andrés Trapiello, qui est un écrivain espagnol qui, depuis 2004, écrit la suite des aventures de Don Quichotte. Et vient de paraître enfin en français, 5 ans après la publication en espagnol, vient de paraître enfin en français l'ultime étape qui s'appelle « Suite et fin des aventures de Sancho Panza ». Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont aux Indes. Qui? Eh bien, les survivants, l'écuyer, Sancho, la nièce, la gouvernante, etc., et le bachelier. Et ils traversent à partir de Séville l'Atlantique. Et donc, ils vont aux Indes, c'est-à-dire au Pérou, puisque les Indes, ça désignait originellement les possessions espagnoles dans le monde, et précisément aux Amériques. Et là, eh bien, Sancho Panza trouve, je cite, une petite négresse pour faire comme tout le monde. Et quand je l'ai interrogé, Andrés Trapiello m'a dit « Je refuse absolument l'anachronisme militant et le prêchat rétrospectif. Donc il est question d'une petite négresse. » Or, avec nos invités, aujourd'hui, dans cette émission que nous préparons avec notre partenaire habituel depuis bientôt 10 ans, le CHS, Centre d'Histoire Sociale des Mondes Contemporains, avec nos invités, nous n'aurons pas ce genre de pudeur de gazelle, comme dirait l'autre. Nous irons vers une sorte d'histoire et de sociologie militante. Pourquoi? Parce que il me semble que ces études décoloniales, car il s'agit du mot sur lequel nous allons rebondir, restaurent leur rôle de sujet à celles et à ceux, mais surtout à celles, que la marche de l'histoire occidentale avait condamnées à l'invisibilité. Et ce, précisément en partant du basculement économique, mais également socio-anthropologique de 1492. Le point de vue décolonial, me semble-t-il, envisage les choses en réconciliant Braudel et Marx, c'est-à-dire le pays-monde, ou même le système-monde, comme disait celui qui vient de mourir, Immanuel Wallenstein. Un système-monde à débarrasser du lait, LEGS, colonial, au sens large et profond, tout ce qu'a jadis induit et implique encore la colonisation, je dirais même plus la colonisation capitaliste, patriarcale, occidentale. Et nous allons voir s'il peut être question de l'épiphanie d'un Sud global avec nos deux invités qui sont toutes deux maîtresses de conférences, Jules Falquet de l'Université de Paris, anciennement Paris 7, et Lisselle Quiroz, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Rouen. Et ma première question portera sur une espèce d'essai définitionnel. Nous avions fait jadis, nos auditeurs et spectateurs pourront la retrouver avec le CHS, une émission sur les études postcoloniales, et l'on confond souvent décolonial et postcolonial. Je voudrais que vous fassiez la distinction idoine et féconde. Jules Falquet. Alors, il y a énormément de choses à dire et il y a aussi des ressemblances entre le postcolonial et le décolonial, mais le décolonial se réfère à une période, comme vous l'avez mentionné, bien antérieure, puisqu'il s'agit de 1492 et il s'agit d'une colonisation ancienne, très ancienne, la colonisation de l'Amérique latine et des Caraïbes, comme nous les appelons aujourd'hui, ou de Abiyala, comme on pourrait l'appeler. Et donc c'est une référence à une période historique différente et c'est aussi une perspective différente dans le sens où c'est une analyse très globale de la modernité et du lien entre la modernité, la traite esclavagiste, le génocide des populations autochtones et le développement du capitalisme. Est-ce qu'on peut dire que les études postcoloniales viennent de deux branches, en gros africaines et indiennes, alors que les études décoloniales viennent d'une matrice sud-américaine
Oui, je dirais que ça aussi, ça fait partie en fait des différences. En effet, il y a du dialogue entre les études postcoloniales et décoloniales. Là, je dirais où elles se différencient, c'est ce qu'on appelle dans les études décoloniales le lieu d'énonciation. Donc, pour les études postcoloniales, en effet, plutôt l'Inde, l'Asie, l'Afrique, et pour les études décoloniales, vraiment une généalogie sud-américaine ou latino-américaine qui est pointée et avec en plus, comme le disait Jules Falquet, avec un intérêt ou en tout cas une volonté de visibiliser la colonisation comme un phénomène plus ancien que le 19e siècle qui concernait le 20e, qui concerne les autres continents, l'Afrique et l'Asie en l'occurrence. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une focalisation sur la date de 1492 comme début en fait de la modernité, puisque pour les études postcoloniales, la modernité est plutôt associée au 18e, à partir du moment des Lumières, et surtout et postérieurement, alors que pour les chercheurs et chercheuses des études décoloniales, l'année débute cette modernité et la colonialité est 1492. Mais est-ce qu'il n'y a pas, sur une sorte d'échelle de la radicalité, si j'ose dire, qui reproduirait l'échelle de Richter, quelque chose de plus radical dans les études décoloniales qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire, qui s'en prennent de front au capitalisme, alors que les études postcoloniales... enfin, je vous laisse dire. Alors, justement... Peut-être que les études postcoloniales ont davantage partie liée avec le monde anglophone et avec des perspectives postmodernes, alors que historiquement, la réflexion décoloniale qui vient du continent et des Caraïbes, qu'on oublie très souvent, trop souvent, viennent davantage de la théorie de la dépendance, des mouvements sociaux. Je pense que c'est très important de souligner, au-delà des origines universitaires, les origines indiennes, noires, populaires, féministes, lesbiennes, de ces réflexions en fait qui partent, qui sont à l'origine des luttes très concrètes. Et donc il y a cette filiation de la critique du développement, une filiation marxiste, même si elle est diverse et elle est critique, mais enfin qui est plus lointaine, disons, dans les réflexions postcoloniales qui sont vraiment très liées à la philosophie, au postmodernisme. À la littérature, à l'histoire, en effet, oui. Mais le système et l'écosystème aussi, je veux dire, il y a une dimension écologique, puisque 1492, c'est aussi le saccage de la planète. Oui, absolument. Alors, en effet, je dirais que cette radicalité, et c'est une critique d'ailleurs des études décoloniales vis-à-vis des chercheurs des études postcoloniales, de trouver que le postcolonial reste quand même avec une certaine... on critique un eurocentrisme finalement, de garder... alors que pour les études décoloniales, il y a une volonté vraiment de rupture, de considérer... vraiment l'Europe, disons, comme une région parmi d'autres. Et ces références sont questionnées partout et on propose d'autres paradigmes, pas forcément seulement décoloniales, mais d'autres paradigmes, d'autres épistémés, d'autres façons de voir le monde qui ne soient pas hiérarchisées, qui ne passent pas toujours par les références occidentales. Donc je dirais que là aussi, il y a fondamentalement, ontologiquement, une différence, enfin une radicalité qui se pose à ce niveau-là, vraiment de rupture avec la pensée occidentale et les savoirs, les connaissances aussi occidentales, les références occidentales. Je voudrais maintenant aborder un deuxième point définitionnel, c'est la question du mot « racisé ». Alors, il me semble que ce n'est pas tant le fait d'appartenir à une race avec ses connotations biologiques que de vivre dans une structure politique, économique et sociale qui cloisonne, ségrège, discrimine. Je voudrais le dire dès le début, mais je vais vous laisser le développer parce que beaucoup de polémiques inutiles viennent d'incompréhension et de contresens sur ce mot « racisé ».
Alors, il me semble qu'une chose importante à dire, c'est que dans la partie théorique et aussi dans les luttes politiques, une des choses que la réflexion décoloniale met en avant, c'est le processus de racisation, c'est-à-dire de création historique, politique de la race, à travers d'abord le génocide des populations donc autochtones et assez rapidement ensuite à travers la mise en esclavage et le transport forcé, la traite de populations, pas seulement africaines d'ailleurs au début. Donc c'est vraiment un processus, la pensée décoloniale insiste sur le fait que la race, c'est un processus de racisation et qui est, je pense que c'est un des éléments importants, que la théorie décoloniale place à la base du développement du capitalisme. En oubliant un petit peu, pour ce qui concerne les théoriciens postcoloniaux, la création aussi, l'invention du genre, on va dire, pour reprendre les termes de María Lugones. Mais donc, il ne s'agit évidemment pas du tout de quelque chose de biologique. Il n'y a absolument rien de biologique dans la race, ni dans le sexe non plus. Oui, la racialisation est un processus de catégorisation et surtout de hiérarchisation de groupes humains en fonction de caractères divers qui ne sont pas uniquement la pigmentation de la peau ou des caractères phénotypiques, mais qui concernent également d'autres éléments comme la langue, la culture, les pratiques, la façon de vivre, voire de naître ou de mourir. Tout cela donc, participe à construire donc, des groupes sociaux hiérarchisés et qui sont aussi s'organisent dans un contexte précis. C'est-à-dire que ces groupes, c'est pour ça que la race est un concept dynamique et situé, parce que le même groupe ne désigne pas, ce n'est pas les mêmes caractères, par exemple, d'afrodescendants au Pérou qu'en France, qu'aux États-Unis. Et qu'on pourrait appeler de la même manière, mais qui sont définis par des critères situés locaux en fonction de l'histoire et de l'organisation sociale de chaque espace. Donc il faut absolument finir avec l'idée en effet que race égale couleur de peau, et c'est ça qui fait plutôt qu'on soit dans la confusion et que le terme du coup racisé auquel vous faisiez allusion soit, on le prenne avec beaucoup de distance, voire d'une manière très critique, parce que ce n'est pas simplement on ne parle pas de race biologique stricto sensu. Je fais juste une parenthèse. Je parlais des Indes à propos de Don Quichotte, mais ce qui est intéressant, c'est que le point de vue décolonial emploie parfois le mot indien ou indienne là où le point de vue postcolonial dit indigène, précisément pour éviter tout le statut de l'indigénat, etc. Et j'aimerais préciser ça parce que c'est... Moi, il me semble que c'est très compliqué et ça dépend à partir de quelle langue on réfléchit, comment on traduit, la façon dont historiquement les gens ont été désignés et où se sont désignés, ont repris les désignations. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur la question de la race, parce que, en fait, un des éléments très importants des travaux, par exemple, à la base de Quijano, donc, c'est de dire que, en fait, le processus de colonisation de ce continent s'est basé d'emblée sur une séparation de la population en vue de créer une main-d'œuvre à laquelle serait réservé un certain type de travail. Donc en fait, je pense qu'un des éléments centraux de la réflexion, c'est de dire quand les Espagnols et les Portugais sont arrivés, ils ont d'emblée transformer les personnes qu'ils ont trouvées et puis progressivement aussi les personnes qu'ils ont emmenées de force, donc tout particulièrement des Africaines et des Africains, mais en fait pas seulement, en main-d'œuvre qui, au prétexte qu'elle serait d'une race différente, serait assignée à des tâches bien particulières, en plus aussi en fonction de son sexe. Donc c'est vraiment, ça c'est quelque chose de très important, et je pense que c'est très important de rappeler que tout ça se produit au moment où l'Espagne vient de finir sa reconquête en expulsant les populations juives et les populations maures.
et qu'en même temps, le processus de colonisation implique l'interdiction pour les Juifs et les Juives et les morts, entre guillemets, de se rendre sur la nouvelle terre. Donc en fait, tout ça, comment dirais-je, la question de la race, entre guillemets, est vraiment très très centrale dans ce processus, sachant que à l'époque où l'Espagne effectue sa reconquête, la race est définie en termes religieux. Exactement. Et ça nous mène au dernier point que j'aimerais que nous puissions définir, qui est la notion de colonialité, colonialité du pouvoir. Donc, vous venez de le dire, le capitalisme a mis en coupe réglée les populations asservies de l'hémisphère sud, pour le dire rapidement. Et ce capitalisme n'a pu se développer que par la racialisation du travail. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette colonialité du pouvoir est allée de pair avec la colonialité du savoir. Vous avez employé le mot eurocentrisme. Il y a également une colonialité du genre. Et donc, tout ce qui tourne autour de cette colonialité me semble très important. Est-ce que vous pourriez... Oui, c'est même le concept central en fait, des études décoloniales. Alors la colonialité qui est à distinguer complètement avec la colonisation ou le colonialisme. C'est un terme évidemment proche étymologiquement, mais qui se distingue par le fait que pour les études décoloniales, la colonialité déborde de la période strictement coloniale juridiquement et administrativement. Enfin, la colonisation est un moment juridique, administratif, de dépendance de colonies vis-à-vis de leur métropole. Or, la colonialité va au-delà. Elle débute pour les études décoloniales en 1492, mais se perpétue jusqu'à nos jours, parce qu'en fait, ces différenciations, la racialisation, les races sociales hiérarchisées et employés pour, justement, dans un système d'organisation du travail particulier, persistent jusqu'à nos jours dans les Amériques en général et ailleurs dans le monde également. Donc la colonialité et ce rapport de pouvoir, enfin désigne un système de pouvoir qui, encore une fois, hiérarchise et au profit d'un groupe qui a l'hégémonie et des groupes subalternes. Ensuite, la colonialité du pouvoir, on peut décliner la colonialité sur plusieurs volets. Aníbal Quijano a parlé plutôt de colonialité du pouvoir. Ensuite, on a proposer d'autres formes plus précises, la colonialité du savoir, colonialité de l'être, par exemple Nelson Maldonado Torres, ou la colonialité du genre avec María Lugones, qui vont plutôt visibiliser davantage certains aspects de cette domination, de la domination. Donc je ne sais pas si tu voulais compléter peut-être avec des exemples. Je pense que, je te remercie, je pense que c'est intéressant de parler de la colonialité du genre, puisque c'est quelque chose qui a été complètement négligé, on va dire, par les pères fondateurs de la réflexion décoloniale, qui ont apporté des choses très intéressantes sur le plan de la race, en critiquant les explications exclusivement en termes de classe, mais en négligeant complètement la dimension donc, des rapports sociaux de sexe ou du genre, comme on préfère l'appeler. Et donc, María Lugones, qui est une philosophe argentine travaillant aux États-Unis de longue date, a en 2008, donc une dizaine d'années après le début officiel du groupe Modernité-Colonialité, a proposé un article tout à fait intéressant que nous venons de traduire en français sur la colonialité du genre. Elle est la pionnière, on va dire, sur un plan théorique, mais il faut bien voir que le mouvement féministe, le mouvement des femmes, le mouvement lesbien, depuis assez longtemps, notamment les féministes noires ou des femmes et des féministes indiennes, avaient avancé un certain nombre de choses. Mais ce que dit Lugones, donc, c'est qu'en réalité, au moment de la colonisation, non seulement la colonisation impose un système de racisation, mais elle impose également un système de... c'est pas le terme qu'elle emploie, mais je pense que c'est le plus clair, de sexisation, c'est-à-dire le processus colonial crée
une certaine compréhension de ce que c'est qu'être mâle, femelle, homme et femme, non seulement d'ailleurs chez les personnes qui vont faire l'objet de la racialisation, mais aussi chez les personnes qui sont les acteurs, on va dire, de la colonisation. C'est-à-dire, ce que dit Lugon, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que donc, les personnes racisées sont définies comme en fait dépourvues de genre et ne possédant qu'un sexe au sens animal, biologique. Mais en fait, cette biologie n'existe pas, n'est pas telle, elle est projetée sur les gens. Et les colonisateurs également, en fait, dans ce même mouvement, se voient attribuer des caractéristiques mâles et femelles, et puis masculines et féminines. Et elle montre bien comment ça crée une différence vraiment énorme entre les hommes et les femmes, d'un côté les hommes colonisateurs et colonisés, et les femmes colonisatrices et colonisées. Les femmes colonisatrices, au début, sont très très minoritaires. C'est quand même un processus basé sur une colonisation par les hommes. Et en fait, juste parce que je pense que c'est intéressant et important, finalement, ce qu'elle dit, c'est que ce genre qui est imposé, c'est aussi une logique hétérosexuelle qui est imposée au peuple colonisé, dont elle affirme, et là, c'est plus compliqué à vraiment prouver, puisqu'en fait, il y avait une très grande diversité de civilisations, des civilisations très anciennes, toutes sortes de choses, mais enfin, elle affirme que la naturalité de l'hétérosexualité n'était pas du tout établie, quoi. Oui, dans les Amériques. J'ajouterais pour la question de la racialisation et les termes racisés, en réalité, la racisation ou racialisation implique les groupes, tous les êtres humains d'une société donnée, donc y compris les dominants, là en l'occurrence les conquérants, mais aujourd'hui on pourrait dire les blancs aussi comme catégorie sont des personnes qui sont elles aussi racialisées dans ce processus. En effet, elles vont avoir une position dominante, mais elles font partie également. C'est peut-être pour ça aussi que le terme, il est un peu à questionner, dans la mesure où on l'applique uniquement pour les groupes sociaux subalternes minoritaires, mais en réalité, il me semble que la racialisation implique tous les groupes, y compris le groupe dominant. C'est beaucoup plus dialectique qu'on le croit parfois, d'où ma référence à Marx. Oui, absolument. Et que ce processus de racisation ou de racialisation est un processus, finalement, de pouvoir, de colonialité du pouvoir pour les Indiens, puisque vous en parliez aussi. C'est-à-dire que la catégorie indien, et je ne sais pas si en espagnol plutôt indio est questionnée comme expression, on préfère ou on utilise davantage le terme indigène, indigena en espagnol, mais les autochtones eux-mêmes aujourd'hui plutôt privilégient l'expression de peuples originaires, peuples autochtones, ou comme on peut voir en Guyane, au Canada, Premières Nations, enfin, cette idée de... C'est important parce que tout à l'heure, vous avez utilisé cette périphrase qui m'est restée dans l'oreille par rapport à ma question sur indigène ou indien au sens XVIIe siècle. Les populations subalternes, vous avez dit. Et là, vous commencez à montrer comment elles même revendique une appellation contrôlée. Exactement, qui conteste en fait les façons de nommer, parce qu'en réalité on ne devrait pas parler ni d'autochtones, ni d'indiens, ni d'indigènes, puisque en fait ce sont des peuples qui ont les Quechua, Aymaras, Maya, Jivaros, etc., sont en réalité les véritables noms, mais le processus de racialisation, la colonisation, a gommé en réalité. Parce que cette colonisation s'accompagne d'un génocide et donc de l'effacement des traces, et nommer, c'est la première façon d'asservir. D'asservir, absolument. Et de gommer les particularités, nommer finalement l'humanité, ce qu'on pourrait dire dans la colonialité de l'être, nier l'humanité de ces populations. Et faire disparaître les traces de ce qu'on a voulu faire disparaître. Oui. Enfin, là-dessus, c'est... Nier l'humanité et nier les immenses avancées civilisationnelles. Parce que j'étais cet été au Brésil avec un ami anthropologue qui me disait, mais en fait, par exemple, la civilisation guarani, elle a à peu près 5000 ans.
Alors évidemment, 5000 ans, ça calme par rapport à d'autres civilisations. Et malgré le génocide qui a été vraiment énorme, vraiment, on peut, je pense, parler de 90%, c'est quelque chose de vraiment monstrueux, qui a en effet laissé des traces, y compris... comment dirais-je, sur la planète elle-même, malgré ça, et bien finalement, beaucoup de traces restent de plein de manières. Et reviennent au jour progressivement, de différentes façons. Ça, je trouve que c'est quand même... Jusqu'à permettre de s'y raccrocher alors que la planète, épuisée par ce cycle capitaliste qui a commencé en 1492, court à l'effondrement et pourrait être sauvé en revenant peut-être à un point de vue des pratiques, une culture, des us et coutumes de ce que ce capitalisme a voulu faire disparaître. Alors quand même, je crois que, comme tu l'as bien dit, il y avait des groupes humains et des civilisations extrêmement différentes, hein, comme partout ailleurs. Mais de rétablir le sacrifice d'enfants. Non, c'est pas. Mais de toute façon, revenir à quelque chose de différent, je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le capitalisme tel qu'il s'est développé aujourd'hui, nous amène à notre perte, nous a amené, nous sommes déjà dans la perte, quoi. Donc je ne sais pas s'il faut revenir, mais par contre, il y a certainement des choses diverses desquelles on peut s'inspirer pour critiquer et transformer ce qui existe. Oui, et en tout cas, les études décoloniales proposent plutôt de laisser cette alternative, c'est-à-dire ces formes, hein, ces différents mondes, cette possibilité qu'il existe d'autres formes de vie, d'autres cosmovisions, hein, qui ont été anéanties complètement par la colonialité. Hein, et je ne sais pas s'il faut absolument s'inspirer de toutes, mais en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les anéantir complètement, les faire disparaître. Hein. Si on voit le nombre de langues en voie de disparition, par exemple, hein, les populations, c'est vrai que certains peuples originaires comptent une centaine de membres, voire moins, donc ils vont disparaître, et la proposition des coloniale, enfin, justement de montrer ce que a produit le capitalisme en termes de destruction de la nature, des êtres humains, par ces formes de colonialité du pouvoir. Ce qu'a produit le capitalisme, ce sont aussi des normes, et vous parliez tout à l'heure de la fabrication sexuelle presque. Oui. Ça m'a fait penser à cet ouvrage italien dont parlait toujours à la fin de sa vie Simone de Beauvoir, sur la fabrication des petites filles. Et Simone de Beauvoir me fait arriver à notre dernier point qui concerne le féminisme, qui fut essentiellement bébé, si j'ose dire, pas Brigitte Bardot ni Beauvoir, mais bourgeoise et blanche. Et ce féminisme, en définitive, a participé de l'invisibilité des dominés, pour essayer de parler ce langage commun. Et je voulais vous demander s'il y avait une part d'ombre, une dimension raciste et impérialiste inhérente au féminisme européen. Est-ce que je peux rappeler que Marx aussi, il était bourgeois et blanc, entre nous soignés. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la seule manière d'envisager les choses. Je pense qu'il y a une composition de classes variée dans le mouvement féministe et aussi une composition ethnique variée. Parce que je pense que c'est un peu injuste d'invisibiliser. Je pense que je vais te laisser parler d'une péruvienne célèbre. La question est-ce que c'est intrinsèquement lié? Ce que propose ce terme de colonialité, le terme de colonialité, la notion de colonialité, c'est précisément qu'il y a une catégorisation et une hiérarchisation, et que lorsqu'on est tant soit peu au niveau supérieur et qu'on a un certain pouvoir, il n'est pas évident, enfin c'est pas automatique de pouvoir s'en défaire. Et donc pour les femmes blanches et bourgeoises qui ont, par exemple, je pense en Amérique latine, les mouvements féministes qui ont eu pignon sur rue et qui sont les plus connus, eh bien c'était justement des femmes blanches et bourgeoises, et quand elles sont
sont arrivées dans les universités, les institutions publiques, eh bien, elles se sont appropriées ce pouvoir sans finalement le distribuer ou penser aux autres femmes qui n'avaient pas qui n'étaient pas ni de la même classe ni de la même race également. Donc, je ne sais pas si c'est intrinsèque. Je pense que ça, c'est des dynamiques de pouvoir qu'il faut questionner, y compris en France, c'est-à-dire même dans les milieux militants. C'est à partir du moment est-ce que c'est pas les rapports de pouvoir qu'il faut questionner et dissoudre complètement, parce que même dans des espaces militants, on peut reproduire ces formes de domination. Je vous remercie parce qu'à mes questions un peu rouillées, vous répondez toujours en introduisant dialectique et dynamique. Donc, je vous remercie. Et moi, je rajouterais quand même que, par exemple, la première femme qui s'est revendiquée publiquement du féminisme et qui s'est présentée sans succès parce qu'elle n'avait pas le droit de le faire aux élections présidentielles dans un tout petit pays, le petit poussé de l'Amérique centrale, au Salvador, elle s'appelait Prudencia Ayala et elle était d'origine indienne. Donc, je pense que même si, bien sûr, la plupart des mouvements sociaux dominants et les groupes les plus visibles dans la plupart des mouvements sociaux sont à la fois blancs et de classe moyenne ou bourgeoise, je pense que c'est trop rapide et quelque part injuste d'invisibiliser la participation souvent très importante justement de personnes racisées, de personnes de classe populaire, prolétaires, paysannes, qui sont en fait souvent extrêmement importantes, non seulement quantitativement, mais aussi dans les propositions et l'élaboration théorique et les choix politiques. Mais, c'est-à-dire, il y a une espèce d'équilibre à avoir entre, bien sûr, critiquer les rapports de pouvoir et la domination de certains groupes sociaux, mais en même temps ne pas invisibiliser la participation très importante. Et justement, par exemple, dans l'introduction que nous avons faite pour ce numéro sur les épistémologies féministes décoloniales, on insiste beaucoup sur le fait que, par exemple, en 1992, qui est un moment tout à fait clé de la célébration des 500 ans, eh bien, les femmes noires se sont réunies à Saint-Domingue, à l'endroit même où les gouvernements européens et le gouvernement dominicain célébraient en grande pompe la rencontre. Elles, à ce moment-là, elles ont formé leur réseau continental, voilà. Et puis, il y avait un processus de résistance indienne, noire et populaire qui a été tout à fait important, qui est en fait un des points de départ. Depuis le début, depuis voilà. 1492, voilà. On a ces mouvements de résistance. Je voudrais vous faire une dernière fois définir un terme, plutôt un groupe de mots, c'est le féminisme intersectionnel, c'est-à-dire qui tresse et tisse race, classe, genre et sexualité. Oui. Alors l'intersectionnalité est un concept, justement, là pour le coup pas des études, qui vient pas des études décoloniales, mais qui vient plutôt du black feminism et qui, justement, comme vous le dites, articule dans une conception tout à fait dynamique, ces différentes formes de domination. Je pense que c'est ça vient justement de la critique du féminisme majoritaire et dominant blanc, bourgeois, dont vous avez parlé, c'est de dire, en réalité, si on ne se focalise que sur le genre, si on laisse de côté la race, la classe, eh bien, on peut reproduire des formes de domination. Ce que propose le féminisme intersectionnel, c'est justement de prendre largement toutes les formes, les structures de domination, les intégrer pour voir justement comment elles produisent ces hiérarchies, mais aussi pour pouvoir les dissoudre, parce que c'est l'objectif et c'est la mobilisation, et justement pour la dissolution de toutes ces formes de domination. Donc c'est la proposition. Mais ces formes de domination, on le prend trop souvent en ricanant, comme si c'était une sorte de Rubik's Cube, vous voyez. Mais ça, c'est un regard de dominant qui s'en amuse. J'aimerais que vous nous fassiez comprendre comment, comme disait Baudelaire, le ciel bas est lourd,
pèse sur les dominés. Comme un couvercle. Voilà. Et le quatrième spleen. Je voudrais qu'on puisse arrêter de rire un peu en voyant ça comme une espèce de jeu de société et montrer tout ce qui peut être cause de souffrance, enfin. Alors moi je dirais, peut-être je reprendrai un peu la perspective du Combahee River Collective, qui est un collectif de féministes noires des États-Unis, donc qui, avant Crenshaw, a articulé quelque chose qui ressemble beaucoup. Elles ont parlé de système imbriqué, et en fait ce qu'elles disent la lutte pour notre libération en tant que femmes racisées de classe populaire, et d'ailleurs plusieurs d'entre elles lesbiennes. Quand notre lutte sera victorieuse, tout le monde sera libre. Donc ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire l'intersectionnalité ne concerne pas que les personnes qui seraient du mauvais côté du sexe, du mauvais côté de la race et du mauvais côté de la classe. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les femmes noires pauvres et en plus lesbiennes, les malheureuses, elles n'ont vraiment pas de chance. Pas du tout. Ce que disent ces femmes du Combahee River Collective, c'est que tout le monde est placé dans des rapports de sexe, de classe et de race. Tout le monde n'est pas placé au même endroit, mais tout le monde y est placé. Et en fait, c'est ça qu'il faut interroger. C'est comment, ces différents axes de pouvoir ou ces différents systèmes de rapports sociaux définissent finalement des positions complexes. Je pense que ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté des gens qui seraient complètement opprimés. Enfin, disons, la plupart des groupes sociaux et la plupart des individus ne sont pas complètement du côté des oppresseurs ou complètement du côté des opprimés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'autre chose, donc j'insiste, ça concerne vraiment tout le monde, pas de la même façon, mais tout le monde est, entre guillemets, intersectionnel, dans le sens où tout le monde est pris. Et elles, le Combahee, elles ont critiqué à la fois le mouvement féministe, bien sûr, mais aussi le mouvement noir et aussi le mouvement socialiste. Parce que les socialistes ne voyaient ni la race ni le sexe, les féministes ne voyaient ni la race ni la classe, et le mouvement noir ne voyait ni le sexe ni la classe. Donc elles ont vraiment critiqué, et elles étaient, en même temps, elles participaient dans ces trois mouvements. Donc ce n'est pas une réflexion qui est extérieure aux luttes, c'est une réflexion qui est au cœur des luttes, et qui propose une amélioration, on va dire, de toutes ces luttes. Complexifier aussi ces catégories et pas faire justement le Rubik's Cube. Hein, de dire... mais avec ce côté, excusez-moi du mot, mais messianique, enfin, une sorte de, comme on dit en religion, une parousie. La fin dernière, alors avant du temps des marxistes avec leurs œillères, c'était la société sans classe. Alors on disait, dans une société sans classe, etc. Là, néanmoins, je retrouve... Ah ben, c'est quand même ça le but, une société sans classe, sans race et sans sexe. Écoutez, vaste programme qui nous mène à la fin de cette émission. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il faut dire que beaucoup de gens, notamment en France, et l'histoire coloniale, c'est pas un hasard, refusent, et c'est plus que des réticences, ce dont vous avez parlé, parfois essaient de le théoriser presque en un mouvement pascalien. Vous savez, Pascal était contre le divertissement qui nous éloignait de Dieu. Eux, ça nous divertit de la lutte des classes. Or, c'est une façon de la retrouver et de la complexifier, comme vous l'avez dit. Nous nous retrouverons parce que ça pourrait être un feuilleton. Jadis, à la radio, il y avait signé Furax. Là, ça sera plutôt... Furax sont ceux qui sont assignés, car en définitive, cette assignation est la clé des choses. Et je voudrais vous dire aussi que un jour, une telle émission ne se fera pas de Paris, et présentée par Bibi, un sexagénaire blanc, mais peut-être d'Alger, de Dakar, ou que sais-je encore, présentée par tout autre, ou sinon tout autre, du moins différemment. Et je voudrais, à la toute fin, tout de même, rendre hommage à notre cheville intellectuelle du CHS, le Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, à savoir Françoise Blum, qui a eu l'idée de cette émission. Merci beaucoup et à un prochain numéro de Présence du passé.